Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la question des résidus dans le vin. On va d'abord rappeler que le vin, c'est un élément essentiel du patrimoine, c'est un élément du patrimoine immatériel du pays, un élément de culture, euh, un élément de culture, un élément patrimonial qui est aussi un actif économique central. Il faut rappeler que si on a chaque année 80 millions de personnes, un peu plus d'ailleurs, qui viennent visiter la France, c'est aussi pour y visiter la jolie région dans laquelle vous vivez, M. Fétou et M. Damécourt, manifestement, pas seulement, et aussi pour partager le patrimoine gastronomique dans lequel les vins en France jouent un rôle déterminant. Alors on a un débat aujourd'hui autour notamment de la question des résidus dans le vin. Pourquoi? Parce qu'en septembre de l'année dernière, une ONG écologiste, Alerte Toxique, a mené une opération de communication en annonçant notamment qu'elle avait analysé ou fait analyser 22 bouteilles de vin qui disposaient d'un logo, le HVE, haute valeur environnementale, et qu'elles y avaient découvert des traces de produits chimiques. Et donc, c'est le laboratoire Dubernet. Mathieu Dubernet est avec nous aujourd'hui, un témoin direct, qui est reconnu pour son professionnalisme, son savoir-faire, qui avait réalisé ces analyses. Et je crois que vous aviez, dans la foulée, publié un communiqué pour contester les termes de la communication de cette ONG. Alors, je sais que la profession des viticulteurs s'était elle-même levée contre la communication de Alerte Toxique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir une approche un peu plus rationnelle, de remettre un peu de science dans le sujet. Pour commencer, peut-être Mathieu Dubernet, quand on parle de résidus du vin, dans le vin, de quoi parle-t-on exactement? Alors, les résidus dans le vin sont définis réglementairement au niveau européen par une réglementation qui est aujourd'hui à jour avec un règlement qui est le 2018-832. Donc, c'est une série de molécules alors que certains appelleront phytosanitaires, d'autres appelleront ça pesticides, selon l'angle avec lequel vous les regardez, et qui sont des molécules et ou leurs métabolites qui sont utilisés pour la protection des cultures d'une façon générale. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que les résidus sont définis pour les matières premières agricoles et non pas pour les produits transformés. Donc pour le vin, ça pose un problème parce que le vin lui-même est un produit transformé. Et la question s'est souvent posée, peut-on appliquer les exigences réglementaires sur les molécules qui sont définies pour le raisin de cuve? Est-ce qu'on peut les définir pour le vin? Et il est important de bien répondre à cette question parce que si on n'y répond pas, ça veut dire qu'on serait en mesure de refuser toute présence de résidus dans les vins. Et là-dessus, la réglementation est très claire. Il faut appliquer un taux de transfert des teneurs de résidus dans les raisins de cuve qui sont définis par le règlement européen dans le vin. Et ce taux de transfert, en l'absence de définition particulière, doit être de 1. Donc, ce qu'on appelle les limites maximales de résidus qui sont définies dans le règlement européen, il en existe donc pour le vin qui sont les limites maximales de résidus du raisin de cuve avec ce taux de transfert de 1. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous... Racontez-nous peut-être un peu dans le détail là, cette affaire avec Alerte Toxique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Alors, je ne détaillerai pas tous les éléments parce que vous comprendrez que pour des raisons déontologiques, un laboratoire se doit de respecter le Bien sûr, hein. secret de son client. Bon, Alerte Toxique nous a demandé de réaliser des analyses, ce que nous avons fait puisque c'est notre métier et il nous semblait qu'il était de notre devoir en tant qu'accompagnant de la filière de faire ce type de travail. Bon, la présentation qui a été faite des résultats nous a
nous a pas plu parce qu'elle était en décalage avec avec les interprétations et les conclusions que nous avions nous-mêmes menées sur les analyses que nous avions rendues. Et donc, nous l'avons fait savoir. Et c'est tout. Et je ne donnerai pas forcément D'accord, plus de d'accord, détails. d'accord, d'accord. Enfin, vous avez rendu un rapport documenté et vous avez estimé donc qu'il n'était pas présenté euh, en l'état de la science. Tout à fait. Voilà. Alors, on fait peut-être un tour d'horizon. Geoffrey Fétou, vous nous dites ce que vous faites exactement. Où vous êtes, j'ai compris que vous étiez aussi dans la belle région du Bordelais. Donc, en fait, je suis œnologue conseil pour le groupe Œnocentre, donc qui dépend de la Chambre d'agriculture. Et notre travail principal, la mission principale, est d'accompagner les viticulteurs de la région dans l'élaboration de leur vin avec leurs exigences techniques, de profil de vin, c'est-à-dire de déterminer de la date de récolte jusqu'aux assemblages finaux et accompagner jusqu'aux mises en bouteille. Yves Damécourt, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes viticulteur, vous avez de mémoire 111 hectares, vous exploitez dans le Bordelais, dans la région de Bergerac, c'est bien ça, en Dordogne, oui. Du Mont Bazillac et probablement de l'appellation Bergerac. Vous présentez rapidement votre fiche d'identité professionnelle. Moi, je suis gérant d'une société familiale, une société civile d'exploitation agricole, dont mes frères et sœurs et moi sommes les propriétaires. Et on exploite on a des vignes en Gironde et en Dordogne. Aujourd'hui, on est en cours de labellisation HVE3, donc haute valeur environnementale de niveau 3. Mais je pense qu'on est au-delà du HVE3 puisque on a aujourd'hui on n'utilise plus de produits phytosanitaires CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et on n'utilise plus d'herbicides. Voilà. Donc on est, à mon avis, au-delà de la labellisation HVE3. Comment d'ailleurs a évolué la contrainte réglementaire dans ce domaine? Si on devait faire quelques grandes étapes, à quel moment dans notre histoire récente, là, on s'intéresse à l'utilisation des produits phyto de traitement autour de la vigne? Nous, on s'y intéresse depuis toujours, pour deux raisons. D'abord parce qu'on est les premiers exposés à l'usage de ces produits. Ensuite, parce que l'État lui-même retire petit à petit des produits, des autorisations de mise en marché de produits qu'il a jugés dangereux. Et donc, il faut trouver des solutions de remplacement. Il en existe à chaque fois? Vous en trouvez? Il en existe, oui. Enfin, en fait, dès qu'on agite la recherche, on arrive à trouver des solutions. Cette année, on a utilisé par exemple des kaolins, donc de l'argile en fait, qu'on a pulvérisé sur les vignes pour repousser la cicadelle et certains insectes. Bon, ben voilà, c'est concluant. Donc, en fait, les agriculteurs, les viticulteurs, à chaque fois qu'on leur propose des solutions innovantes et qu'on va vers plus de respect de l'environnement, ils prennent les solutions. Et puis, la deuxième raison qui est fondamentale, c'est que l'achat des produits phytosanitaires dans une exploitation viticole, c'est très coûteux. Et donc, à chaque fois qu'on peut prendre moins, utiliser moins de produits, diminuer les doses, on le fait bien volontiers parce que c'est un vrai budget, quoi. Bien sûr. Geoffrey Fétou, vous qui êtes œnologue, vous observez l'évolution de la qualité des produits. Vous direz que globalement, le vin est un produit, en France, s'entend, le vin est un produit qui s'améliore? Oui, parce que nous avons beaucoup évolué, on a eu beaucoup de recherches qui nous ont permis d'avancer dans ce qui est la production viticole, donc augmenter la qualité des raisins, qui reste la base pour élaborer un bon vin, et ensuite dans tout ce qui est innovation œnologique et performance au niveau des exploitations viticoles, qui nous permettent d'augmenter la qualité et d'avoir des produits, pour moi, globalement, la qualité qui augmente, quoi, parce que la base, le raisin augmente et en plus, la perfection et comment dire,
Les viticulteurs aussi, les connaissances évoluent Les de temps en connaissances et les savoirs des viticulteurs, des temps. producteurs eux-mêmes, ouais, c'est C'est ça. ça. Hmm. Mathieu Lubernet, c'est toujours une question que je me pose. Je sais qu'en France, on est très attaché à la protection du consommateur. Je pense qu'on a raison d'ailleurs, hein. On est très attentif à la qualité des produits. Est-ce que c'est, à votre connaissance, une préoccupation qui est partagée, y compris par nos concurrents producteurs de vin, ou est-ce qu'on est les seuls à être très vertueux? Non, le vin est probablement dans l'alimentation humaine le produit qui est le plus analysé. Depuis le raisin jusqu'au verre du consommateur. Il n'y a pas d'autre produit plus analysé que le vin. Alors pour deux raisons. Une raison, c'est que le vin est un produit fragile et que si on ne le suit pas rigoureusement, on en fait du vinaigre, hein, et du mauvais d'ailleurs. Deuxième raison, c'est que c'est un produit qui est extrêmement réglementé. Alors en tout cas en Europe. Et le marché commun fait qu'au niveau européen, nous avons des exigences communes en la Ouais. matière. Et le règlement d'ailleurs sur les résidus est à l'échelle européenne. Mmh. Si je parle au niveau mondial, et là on va discuter par exemple sur ce qui se passe à l'Organisation internationale de la vigne et du vin, où je suis expert pour la délégation française, les soucis sont les mêmes et convergent. Et il y a toujours cette idée, certes judéo-chrétienne, européenne, de la pureté christique du vin, j'aurais tendance à dire, et vous l'avez rappelé hein, en introduction, qui d'ailleurs est un des problèmes, puisque la présence de résidus dans quelque chose qui est supposé être pur pose un problème presque d'ordre philosophique. Et donc, pour l'essentiel des pays, il n'y a pas de. Y compris, je pense au Chili. Pourquoi je pense au Chili? Parce que pour le Chili, le vin est devenu la première industrie du pays. C'est décisif. C'est, je sais pas, l'équivalent du spatial pour nous. Vous savez, le Chili s'inscrit aussi dans un marché global. Et aujourd'hui, quand vous vendez du vin aux États-Unis, en Angleterre, etc., les exigences sont là. Et si les vins chiliens s'exportent, c'est parce qu'ils répondent à ces exigences. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse jouer à l'idée que nous sommes bons alors que les autres sont mauvais, ce qui est d'ailleurs une idée un petit peu dangereuse par ailleurs, parce qu'on n'est jamais bon tout seul dans son coin. Bon, très bien. Du point de vue du consommateur, on reste avec vous, Mathieu Dubernet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un verre? On passe du point de vue de celui qui achète du vin, qui le consomme. Qu'est-ce qu'on retrouve dans son verre? On retrouve beaucoup de choses. C'est une question très large et complexe. Bon, on va retrouver dans le vin, vous l'avez dit, une culture, un patrimoine, et c'est ça qui est aussi important, un goût. Et puis, si on s'inscrit d'un point de vue plutôt clinique, on va retrouver des molécules. Et le vin est une complexité folle, puisqu'il y a plus de 900 composés connus et même au-delà. Vous allez retrouver d'abord de l'eau. Et l'eau du vin est une eau très pure, puisqu'elle est filtrée par les racines. Et d'ailleurs, l'eau du vin n'a pas la même constitution isotonique qu'une eau standard. Vous allez retrouver ensuite des molécules qui sont probablement plus toxiques que n'importe quel résidu. Et il ne faut pas l'oublier, c'est l'éthanol, cancérigène, reprotoxique. L'éthanol aussi, qui n'est pas. Donc, si vous voulez, le vin contient des choses très positives. Mais ce qui est le plus négatif dans le vin, ce n'est pas forcément la question des résidus, c'est la question d'autres éléments. Vous serez malade bien avant avec l'éthanol qu'avant tout effet sur les résidus. Mais encore une fois, c'est aussi une question de dose. Il ne faut pas oublier que l'éthanol en grosse dose, c'est mauvais, mais peut-être qu'en petite dose, et d'ailleurs certains nutritionnistes le disent un peu, que l'éthanol en petite dose fait partie aussi des effets du French Paradox et qu'une consommation régulière et limitée d'éthanol est un élément qui permet à l'organisme de certaines vertus. Donc, il faut rappeler Paracels, rien n'est poison, tout est poison. Le poison, c'est la dose. C'est la dose qui fait le poison, absolument. Voilà. Formule reprise par Lavoisier. Voilà.
je vais poser la question maintenant à Geoffroy Fétou, puisque vous êtes œnologue, puis on posera la même à Yves Damécourt. Compte tenu de tous ces éléments, il y a un débat aujourd'hui, alors il y a un débat sur notre alimentation de façon générale, comment on la produit, qu'est-ce qu'on retrouve, est-ce que les phytosanitaires c'est utile. On a ce débat d'ailleurs un peu paradoxal en France, où on accepte le principe que la santé humaine a besoin de médicaments, mais la santé végétale n'en aurait pas besoin. Bien, on laisse ça de côté, ce n'est pas notre sujet du jour, mais quand même, c'est un élément de coloration du contexte. Quelle représentation, Geoffroy, quelle représentation le public se fait de ce produit, le vin? Je ne sais pas si vous avez regardé, comme je l'ai fait hier soir, le documentaire de France 2 sur Nous paysans. C'était très intéressant parce que ça renvoyait à la crise viticole du début du XXe siècle. On a dû arracher des vignes en France. On a fabriqué à l'époque un vin qui n'était pas un vin naturel, c'était un vin artificiel dont on avait besoin d'ailleurs dans les tranchées de 14-18. C'est dire que le vin était un élément essentiel, y compris au moral de la troupe. Mais bon, pendant toute la durée du XXe siècle, ça a été présenté comme un produit de santé. Hein, c'était associé à la santé. Quelle est la représentation qu'on en a aujourd'hui dans le public? Au niveau du vin, oui. Présentation, j'ose espérer que le vin représente quelque chose de plaisir. C'est passer un agréable moment, alors qui en cette période est un peu plus compliqué, mais avec des gens qu'on apprécie et pouvoir, c'est un produit, comme vous disiez au départ, qui fait partie intégrante de la gastronomie, donc qui pour moi doit accompagner, doit sublimer, ou doit être sublimé par... et pour moi, c'est tout bonnement et simplement vraiment du plaisir. C'est perçu comme ça partout? Oui. Pour ce que ça doit représenter pour moi, en tout cas. Ouais. Pour vous. Pour la plus grande majorité des personnes. Précisément, Yves Damécourt, il y a le plaisir, il y a ce qu'on évoquait, le patrimoine, la culture, le savoir-faire, etc. Il y a néanmoins en France, alors je ne dis pas que c'est d'ailleurs très large, je ne dis pas que c'est très grand public, mais un courant hygiéniste. Comment vous le percevez vous-même? En fait, il y a en France des gens d'ailleurs qui sont très présents dans les administrations et puis au Parlement qui souhaitent rentrer dans une nouvelle prohibition vis-à-vis du vin et de l'alcool en général, sachant que le vin n'est pas tout à fait un alcool comme les autres. En Espagne, d'ailleurs, le gouvernement fait la différence entre la communication sur le vin et la communication sur l'alcool. Je crois que c'est Charles Aznavour qui disait « J'ai cessé de boire de l'alcool le jour où j'ai commencé à boire du vin ». Parce que le vin est un produit convivial, c'est un produit civilisationnel, c'est un produit culturel. M. Dubernay l'a rappelé, il y a ce symbole christique, c'est un produit cultuel aussi. Hein, et d'ailleurs, si le vin s'est répandu sur la planète, c'était aussi avec les missionnaires et puis au fur et à mesure que les pays étaient évangélisés, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on célébrait le culte, il fallait qu'il y ait du vin pour célébrer la messe. Et donc, les monastères, les moines, les prêtres ont planté des vignes un petit peu partout dans le monde. Et donc, quand on ouvre une bouteille de vin, il y a toute cette charge symbolique. Et quand on ouvre une bouteille de vin français, il y a un petit peu aussi de la parole de la France, de la gastronomie française, il y a un petit peu des droits de l'homme et de la Révolution, il y a un petit peu de toute notre histoire. Ouais. Je crois que c'est Louis Pasteur qui disait qu'il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans n'importe quelle bibliothèque. Voilà. Et puis, vous l'avez dit aussi, le professeur Renaud, qui était un nutritionniste célèbre, qui a mis en évidence le French Paradox, qui a mis en évidence le régime crétois, qui a mis en évidence en nutrition, l'un des premiers nutritionnistes à avoir fait de la nutrition pour l'homme, parce qu'en fait, les nutritionnistes, c'était d'abord une discipline pour les vétérinaires. Et le professeur Renaud, qui était au Canada, a été alerté parce que les bûcherons canadiens mouraient jeunes avec des problèmes cardiaques. Et donc, il a examiné leur régime alimentaire et il leur a conçu un nouveau régime alimentaire qui intégrait un petit peu d'éthanol sous forme de vin notamment,
pour rééquilibrer leur régime alimentaire. Et ensuite, il a montré que ça pouvait avoir un impact sur la santé en général. Même si le vin peut être considéré comme cancérigène ou avoir posé des problèmes sur certaines maladies, le professeur Renaud a ensuite fait des analyses très vastes sur des cohortes énormes, notamment dans l'Est de la France, où il a montré qu'un régime alimentaire divers qui intégrait un petit peu de vin permettait d'augmenter la durée de vie des populations. Mmh. Et dans le sud de la France, le sud-ouest, le professeur Orgogozo, qui est un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, a fait les mêmes constatations en disant que eh bien, si on consommait un petit peu de vin, on réduisait la probabilité de contracter la maladie d'Alzheimer, comme si le vin était au neurone ce que l'huile est au rouage, c'est-à-dire qu'il n'en faut pas trop, mais pas du tout, c'est moins bien que pas trop. Voilà. Bon, on navigue là entre les questions politiques, les questions presque philosophiques autour du vin et la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, celle des résidus de pesticides. Je reviens vers vous, Mathieu Dubernay. Est-ce que les résidus, je vais avoir une réponse claire sur cette question, vous l'avez déjà en partie formulée, mais j'y reviens. Est-ce que, en règle générale, les résidus dans le vin représentent un risque pour la santé des consommateurs? J'ai compris que non, mais j'ai bien compris. Alors, oui, la question posée de cette façon-là devrait avoir une réponse toxicologique. Alors, je ne suis pas un toxicologue pur et dur, je suis un œnologue, un analyste, et je pense disposer parmi les plus grosses bases de données sur le vin aujourd'hui. Mais ce que l'on sait, c'est que il y a quand même une réglementation extrêmement rigoureuse, extrêmement précise, avec des études menées par l'EFSA, par l'ANSES, pour définir ces fameuses limites maximales de résidus dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, juste d'un mot, vous allez poursuivre EFSA, ANSES, il y a dans les... Je vois tout à fait. Je pense que ceux qui nous suivent le savent aussi, mais j'ai une question précise là-dessus. Il y a une forme de remise en cause de l'expertise, y compris de l'expertise publique. Est-ce qu'on peut faire tout à fait confiance à la parole des scientifiques de ces organismes? Alors, écoutez, il y a là-dessus un débat qui est toujours complexe. Si vous voulez. Quand il y a des polémiques, les scientifiques ne sont jamais des bons polémistes, parce que les scientifiques fonctionnent avec le doute cartésien, qui est le moteur de la démarche scientifique. Et vous savez certainement mieux que moi, mais si vous mettez sur un plateau de télévision un scientifique et des polémistes, les scientifiques sont toujours très pâles parce qu'ils sont animés par ce doute scientifique qui fait partie de la démarche scientifique en elle-même. Alors, je vous répondrai juste comme ça à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je pense que la crise actuelle que nous vivons est une un bon révélateur, illustration parfaite de ce que je dis. À un moment donné, le débat scientifique, c'est un débat où le doute est mis en avant et où chacun développe des arguments, mais ce n'est pas une polémique. Bon, aujourd'hui, sur ces questions-là, les études scientifiques sont extrêmement fouillées avec des agences indépendantes, gouvernementales, qui font un travail en amont de toute mise sur le marché de molécules, et qui est considérable, qui coûte des fortunes, et qui définissent ces LMR. Pour aller plus loin, pour rentrer vraiment dans la donnée pure, lorsque nous faisons des analyses dans les vins, d'abord, les teneurs sont très faibles et sont même en très forte diminution. Vous posiez tout à l'heure une question sur l'évolution des vins. On a aujourd'hui, quand on rencontre des résidus, des teneurs qui sont 2, 3 à 5 fois plus faibles que ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Donc, il y a déjà un progrès considérable qui est mené aujourd'hui, et c'est bon de le rappeler. Quand on retrouve des valeurs, et je fais moi des statistiques, si vous regardez des statistiques sur les teneurs moyennes des vins qui sont positifs, vous obtenez des valeurs moyennes qui sont de l'ordre de 0,5, 1, 2% dans le pire des cas des limites maximales de résidus qui constituent le plafond légal. C'est-à-dire qu'on est à 1%
Voilà. Du plafond. Du plafond. Donc, c'est très, très faible. On parle de teneur très, très, très faible. Donc, à ces niveaux-là, je pense qu'on ne peut absolument pas supposer la moindre toxicité. D'ailleurs, vous développez, vous, un concept de minimis, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors, c'est effectivement, le progrès analytique est incessant, c'est-à-dire que tous les 10 ans, nous avons un facteur de résolution de nos appareils d'analyse qui est d'un facteur environ 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on descend 10 fois plus bas que ce que l'on descendait il y a 10 ou 15 ans. D'accord ? Et on descend toujours plus bas et on continuera à descendre plus bas, à tel point qu'aujourd'hui, on atteint des niveaux analytiques tellement faibles, puisqu'on dose une part pour 1 million. Hein, c'est des niveaux très très faibles. Hein. Vous prenez 1 million d'individus et on trouve au milieu un individu au milieu de ce million. Bon, on se pose la question à quel point une analyse reste significative. Et il y a effectivement cette question du minimis qui est un principe selon lequel, en dessous d'un certain seuil, une analyse ne devrait pas être interprétée. Et on est en train effectivement de travailler sur ce sujet au niveau national, au niveau européen et même maintenant au niveau international pour que les experts établissent une idée en disant que voilà, en dessous de ce seuil, un résultat sur un résidu phytosanitaire n'a absolument aucun sens et il n'est pas raisonnable de vouloir l'interpréter. Il y a consensus sur ce terrain-là? Oui, il y a un consensus. Alors, le consensus. Alors, sur le principe, le consensus existe. Maintenant, on est en train de travailler entre experts sur les chiffres, mais ça reste extrêmement à la marge. C'est-à-dire, est-ce qu'on met 2 microgrammes par litre ou 3 microgrammes par litre? Enfin, ça reste des niveaux très faibles. Ça permet aussi de croiser énormément de bases de données de toute la France et maintenant aussi à l'étranger. Donc, c'est un sujet intéressant. Et je vous ferai remarquer que ce type de principe existe aussi. Par exemple, les vins sans sulfite sont connus et demandés par les consommateurs. Or, les vins contiennent toujours un petit peu de sulfite parce que même naturellement, la fermentation alcoolique produit des sulfites. Et en fait, on indique un vin sans sulfite quand il contient moins de 10 mg par litre. Hein, voilà. Donc, ça s'appelle un minimis. C'est ça, d'accord. Précisément, Georges Feytaux, pour en revenir, nous replacer du côté du consommateur, là, comment s'exprime la demande aujourd'hui? Comment vous la voyez orientée? On va dire un petit mot des vins bio, des méthodes de vinification dans le bio, mais comment s'oriente la demande? Quantitative, qualitative, quelle est la place des vins français d'ailleurs dans l'offre qui répond à cette demande? Compliqué. La demande, on voit qu'il y a quand même un engouement quand même sur les vins bio. Hein. On va pas, c'est général et vraiment. Bon, C'est massif? oui, c'est un massif. On voit que bon, mais actuellement, surtout sur la région, on a une certaine crise de commercialisation où les vins de Bordeaux sont un peu délaissés au profit d'autres régions ou d'autres vins. Malgré tout, les vins bio continuent de s'en sortir. Donc, c'est qu'il y a quand même actuellement, voilà, pour l'instant, une grosse orientation sur les vins bio de la part des consommateurs. Il y a une différence dans les process de vinification entre les vins bio et ceux qui ne le sont pas? Alors, la plus grosse différence, on parlait des vins sans sulfite, c'est les doses de sulfite autorisées dans les vins entre les vins bio et les vins, on va dire, conventionnels, où on a une teneur plus faible autorisée en sulfite dans les vins bio. On utilise des produits phytosanitaires, y compris dans la vinification bio, enfin, le travail de la vigne en bio. Pour ce qu'on peut appeler produits phytosanitaires en bio,
c'est seulement du cuivre et du soufre. Donc, Oui, seulement, mais c'est pas neutre. Non, c'est utilisé depuis très longtemps d'ailleurs, hein. ce sont les premiers produits phytosanitaires qui ont été connus. Enfin, donc oui, c'est les seuls qui sont utilisés en agriculture biologique. Ouais. Avec une efficacité de traitement suffisante. Ouais. On va dire que pareil, la recherche permet et le développement même du matériel permet aux viticulteurs, même en respectant des doses faibles, d'arriver à produire du raisin de manière suffisante. Mhm. Mais le fait d'être en agriculture biologique augmente le risque de maladies et de perte de récolte dues à des maladies. D'accord. Ça réduit les rendements, ça augmente la part du risque. Mais j'imagine que c'est compensé par le prix de vente. Je n'ai pas d'idée très précise, mais il y a un écart significatif. On dit que sur les productions alimentaires bio, sur une salade, un légume, etc., on va jusqu'à un écart de 50% sur le prix. C'est la même chose sur le vin bio? Bon, j'ai pas de chiffres précis. Sur les vins bio, 50% me paraît un peu. C'est beaucoup, c'est trop. Me paraît un peu beaucoup. Il y a un petit écart de prix. Ouais. Mathieu Dubernet, est-ce qu'on trouve des résidus de cuivre dans le vin? Est-ce que, y compris d'ailleurs dans le bio, puisqu'on parle de résidus? Alors, on trouve du cuivre dans les vins depuis un peu de toujours, mais ce cuivre n'est pas un cuivre d'origine viticole. Et ça, c'est un point qu'il faut bien rappeler, à quelques exceptions près, parce qu'il peut y avoir des extrêmes, mais qui relèvent presque d'accidents. Le cuivre est fixé lors de la fermentation alcoolique par les levures, qui fait que tout cuivre qui est présent sur la vendange va se retrouver dans les lies du vin sous forme complètement insoluble, sous forme de sel. Et un vin qui sort d'une fermentation alcoolique ne présente pas de cuivre. Et on peut retrouver à nouveau un peu de cuivre, notamment dans des chais avec des équipements un peu archaïques, où des pompes, des robinets peuvent relarguer de leur alliage du cuivre. Donc, il ne faut pas ramener le cuivre à une question phytosanitaire parce que ce n'est pas le cas. Et ça m'a toujours d'ailleurs choqué que ce soit fait, mais là, il y a une forme d'incompréhension sur le vrai sujet. J'imagine que le public, peut-être comme spectateur impartial, à distance, se dit avec des idées simples, voire simplistes, voilà, on pulvérise du cuivre sur le raisin, je le retrouve dans le vin. Au fond, ça peut passer pour être un réflexe logique, hein. Oui, alors vous touchez là une notion qui est fondamentale, qui est le caractère traçant d'une molécule, qu'elle soit cuivre ou autre. Si vous voulez, dans le bio, qui aujourd'hui est présenté presque comme la seule voie vertueuse possible, en fait, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que même si le bio accompagne énormément de bio, et je vis dans un département qui est l'Aude, qui a été pionnier du bio en viticulture dans les début des années 80. Hein, donc on connaît bien le sujet et j'accompagne les plus grands producteurs bio avec bonheur. Bon, cependant, aujourd'hui, le bio est défini sur l'idée qu'il faut se départir de la chimie de synthèse. C'est ça, le bio. Donc, c'est un logiciel qui date des années 70 et qui relève d'une réaction aux excès chimiques des 30 glorieuses. Et un excès peut-être produit un autre excès qui est se départir de la chimie de synthèse. C'est une vision finalement de santé d'individu et que l'on raccorde avec un raccourci qui n'est pas... il y a une marche qu'il ne faut pas forcément franchir automatiquement entre l'idée de santé individuelle et de vertu environnementale globale.
Le deuxième point sur le bio, c'est que c'est quand même un petit peu une approche agricole qui un côté un peu nombriliste des pays riches. Je m'explique. Demain, on ne nourrira pas la planète avec du bio en l'état actuel. Et ça, c'est hélas une vérité. Donc, que nous, on se protège avec des produits bio pendant que d'autres se polluent, ce n'est pas forcément une solution globale et environnementale. Donc, le bio doit évoluer pour redevenir une vraie solution globale, et ça fait partie des réflexions que l'on mène, hein, parce que le bio garde quand même des vertus importantes. Et si le bio n'évolue pas, ça sera d'autres démarches qui prendront le pas là-dessus. Mais je ne suis pas forcément inquiet sur le sujet, on trouvera forcément des solutions. Donc, ce qui est important, finalement, qu'on soit en chimie de synthèse ou pas en chimie de synthèse, c'est le caractère traçant et le caractère naturellement dégradable des composés que l'on apporte dans l'environnement, sur un vignoble. Vous apportez du cuivre, effectivement, il n'est pas biodégradable et il va s'accumuler notamment dans les sols. Vous apportez certaines molécules qui sont utilisées en bio, qui sont des molécules donc naturelles, elles vont se dégrader formidable, mais il y a aussi des molécules de chimie de synthèse qui sont hautement dégradables. 80% au moins, voire plus, des molécules qui sont apportées au vignoble ne se retrouvent jamais dans le vin. Vous, ça, c'est un point répondez, à savoir. vous répondez à une question qui est posée. Vous savez qu'il y a des questions-réponses là, qui peuvent être posées. Que trouve-t-on dans le vin en termes de pesticides? Vous le dites là, c'est la réponse que vous venez de nous faire. Ça vient d'où? À quel niveau peut-on l'éviter? Est-ce que c'est dangereux? Je crois que vous avez répondu quand même à tous ces éléments. Oui, alors, si vous voulez, pour donner des chiffres, un petit peu, 90% des résidus qu'on trouve sont le fait des 8 mêmes molécules à chaque fois. Hein. Donc, il y a des vraies voies d'amélioration qui sont de bien cibler ces molécules et de faire en sorte de les utiliser le plus intelligemment possible, c'est-à-dire loin de la récolte, dans des conditions les plus... et quand on peut passer avec d'autres molécules qui sont, elles, non traçantes, faisons-le. Donc, il y a des voies de progrès très importantes et sur lesquelles beaucoup de gens s'engagent aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est capable de faire des vins conventionnels, et ça, il faut le rappeler, des vins conventionnels sans résidus décelables. D'accord. C'est ce que vous faites aussi, Yves Damécourt, vous-même? On tend vers ça, oui. En fait, soit en positionnant les molécules traçantes en début d'itinéraire technique, au début de la saison, soit en prohibant petit à petit les molécules traçantes. Mais ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire M. Dubernet, qui est l'approche globale, moi, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, par exemple, nous, on est donc en cours de labellisation HVE3. Pour être HVE3, il faut aussi traiter les effluents de chais, toute l'eau qu'on utilise pour laver les cuves, etc. L'autre jour, la chambre d'agriculture de la Gironde m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne passez pas en bio? Parce que pour passer en bio, il n'y a pas besoin de s'occuper des effluents de chais. » Bon, voilà. Donc, l'approche globale, c'est s'occuper de l'ensemble. On utilise, par exemple, nos vins sont mis en bouteille, dans des bouteilles de verre qui sont soufflées en Gironde à l'usine de Veyre, VAYRES, et elles sont à 80% issues de recyclage de verre. Voilà, si vous faites un vin bio et que vous achetez vos bouteilles en Espagne ou en Europe de l'Est, l'approche globale, elle est pas bonne. C'est un bilan, oui, c'est ça. Vous proposez un bilan global en fait du produit. On utilise l'eau de nos puits. On ne va pas chercher l'eau dans la nappe éocène. Donc toute l'eau qu'on utilise sur la propriété, elle vient de notre puits à 20 mètres sous terre. Donc c'est de l'eau quasiment de pluie que l'on utilise. Les piquets de nos vignes sont des piquets d'acacia ou de robiniers faux acacias qui viennent des bois de l'entre-deux-mers. Quand d'autres achètent des piquets en Hongrie ou utilisent des piquets de fer dont le bilan carbone est bien moins satisfaisant que le piquet de bois qui, lui, permet en plus de stocker du carbone. Enfin voilà, l'approche globale, aujourd'hui, il n'y a pas de label approche globale. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce serait quand même très intéressant. Vous voyez, on commence à avoir des circuits courts aussi dans l'approvisionnement des produits phytosanitaires. On commence à avoir des fabricants français de soufre alors qu'il était importé. Donc voilà, tout ça, c'est important. Et donc, c'est ça qu'il faut promouvoir. Les consommateurs sont parfois un peu perdus dans les labels. Hein. Une espèce d'inflation, de foisonnement de labels. On a du mal à comprendre. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs,
a montré un produit, c'était un produit labellisé Max Havelaar. Je crois que c'était du café ou du chocolat. Il y avait au moins une dizaine de labels. Et donc, je me mets à la place du consommateur. Il y a trop de labels, tu le labelles. Agriculture biologique, HVE, Terravitis, Agriconfiance. Quelles sont en fait les pratiques? Je me place à nouveau du point de vue du consommateur. Quelles sont les pratiques qui permettent de garantir un vin de qualité pour le consommateur? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Alors, il y a ce qu'on aimerait qu'il regarde et ce qu'il regarde en fait. Il y a eu une étude qui avait été faite par l'ONIVIN à l'époque. Aujourd'hui, c'est France Agrimaire qui a repris cette activité. L'ONIVIN avait fait une étude pour voir un petit peu quels étaient les modes de choix des clients sur le vin. En fait, les gens regardent beaucoup la notion de mis en bouteille à la propriété. Alors en fait, le fait que ce soit mis en bouteille à la propriété, c'est quand même une traçabilité. Ça veut dire que le nom de la personne qui est écrit sur l'étiquette, c'est la personne qui est responsable du produit que vous achetez. Donc c'est la première des traçabilités. Ensuite, les gens regardaient l'appellation d'origine contrôlée, mais pas plus que ça. Il y en a d'autres qui regardaient le timbre de la capsule, parce qu'il y a des capsules récoltants, des capsules négociants. Et donc, s'il y avait une capsule récoltant, ils avaient confiance parce qu'ils avaient affaire à un viticulteur ou à un paysan. Voilà. Donc, ils étaient très sensibles aussi aux médailles. Donc, notamment des concours, en commençant par le concours général de Paris, qui est un concours qui crée une relation de confiance avec les gens. Après ça, pour les labels, c'est vrai qu'aujourd'hui, agriculture biologique est très connue. Oui. Le label HVE, il a été créé par le Brunel. Une question qui est liée à ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un goût pour le bio, mais le consommateur y ajoute tous les éléments que vous avez commentés, là, notamment la question de la proximité. C'est-à-dire qu'on passe progressivement du bio à la bio. La bio, c'est en effet la dimension complète. Et de ce point de vue, on peut dire même que certains producteurs conventionnels remplissent mieux les conditions d'environnement, de proximité que certains producteurs bio eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le label bio, c'est ce que disait un petit peu M. Dubernay tout à l'heure, c'est un peu un nombrilisme, c'est-à-dire que ça va donner un label sur l'intérieur du flacon qui va rassurer la personne qui le consomme sur sa propre santé. Mais en fait, si après ça, on élargit ça à toutes les problématiques environnementales du moment, ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on commence à se préoccuper aussi de la présence de cuivre dans les sols. Oui. Dans des vignobles très anciens qui utilisent de la bouillie bordelaise depuis très longtemps, à des doses qu'utilisaient nos grands-parents qui étaient bien supérieures à celles qu'on utilise aujourd'hui, parce que tout le monde utilise du cuivre aujourd'hui. Hein. Alors les bio n'utilisent que du cuivre, mais les traditionnels utilisent aussi d'autres molécules de synthèse pour baisser les doses de cuivre, mais il y a aussi cette présence de cuivre dans les sols. Et le cuivre est un biocide, hein. Donc, puisqu'on l'utilise par exemple dans les peintures que l'on met dans les hôpitaux, sur toutes les poignées de porte, les rampes, etc., parce que ça tue tout ce que ça touche. Hein. Et d'ailleurs, quand on met beaucoup de cuivre à la vigne, on a des difficultés, et ça, c'est sans doute Geoffrey Feitou qui pourrait nous en parler mieux que moi, pour lancer les vinifications, parce que comme c'est un biocide, forcément, ça a un impact aussi sur l'activité des levures. Bravo pour la transition, parce qu'en effet, tout à l'heure, Geoffroy, je vous posais la question sur la différence de process de vinification entre les vins bio et conventionnels. Là, la présence de cuivre change les choses? La présence importante de cuivre change les choses ou pas? Alors, tout dépend en fait de l'utilisation qui en est faite, puisque un vigneron bio va utiliser, oui, que du cuivre, mais en fait, va utiliser régulièrement, mais à très petite dose, très faible dose. Ce qui est plus gênant, c'est du cuivre passé à dose plus importante qu'on pourrait retrouver en fin de campagne et qui, suivant les conditions, on va dire, post-récolte, c'est-à-dire si on est dans des conditions un peu sèches où on n'a pas de pluie qui pourrait venir un peu lessiver les raisins, où on peut avoir dans les mous, comme disait M. Dubernay,
au départ des teneurs en cuivre, du cuivre présent, qui après, par la fermentation, va précipiter et va disparaître. Par contre, ce cuivre-là présent, on n'a pas, on n'a pas vraiment de chiffres et d'études enfin, j'en ai pas à ma connaissance très précise, mais on peut se dire que étant un fongicide, il peut au départ peut-être gêner éventuellement au départ des fermentations, puisque la levure est un champignon, et donc je ne sais pas si M. Duvernay a des valeurs des teneurs plus précises par rapport au cuivre résiduel qu'on pourrait avoir dans les mous et au lancement des fermentations. Ben, on lui pose la question. Je vous remercie. On trouve du cuivre dans beaucoup de mous, hein, et d'ailleurs ça pose souvent des problèmes lorsqu'on doit faire des jus de raisin, et notamment des jus de raisin en bio, parce qu'un jus de raisin n'est pas fermenté et on retrouve tout le cuivre phytosanitaire dedans, et le cuivre, au-delà de risques sanitaires et de santé pour l'homme, qui reste quand même relativement limité, pose des problèmes organoleptiques parce qu'il donne un goût très amer. Quand on déguste des vins en début de fermentation qui contiennent beaucoup de cuivre, on retrouve cette amertume. Bon, et on peut retrouver des teneurs de 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 mg, jusqu'à 5 mg par litre facilement de cuivre dans certains mous. Alors, effectivement, ça crée une petite latence des levures qui n'aiment pas le cuivre, hein, et comme l'a dit M. Damécourt, c'est un excellent but aussi. D'ailleurs, on fait les meilleures confitures dans des grandes casseroles en cuivre qui permettaient aussi de créer une hygiène. Hein, on parlait d'hygiénisme tout à l'heure. Le cuivre faisait partie de l'hygiène culinaire, au même titre d'ailleurs que le vin, il faut le rappeler. Il va nous rester quelques minutes là pour conclure. Un tour de table. Je ne sais pas si on a fait le tour de toutes les questions qui vous paraissaient fondamentales, celles que vous vouliez évoquer. Ce que vous dites, Monsieur Duvernay, rassure, hein, parce que d'abord, c'est le produit de la parole scientifique. Moi, j'ai relevé une idée forte qui est que, en fait, sous les écrans radars aujourd'hui, c'est un peu ça, hein, c'est l'idée du minimis. Hein. On est sous des seuils avec des éléments, des présences extrêmement marginales, peut-être qu'il serait plus judicieux de ne plus compter parce que ça n'a pas de sens. J'ai bien compris en écoutant Geoffrey Fétou que la demande s'oriente vers des produits bio, mais des produits santé. Et en vous écoutant Yves Damécourt, je comprends aussi que ceux qu'on appelle les producteurs conventionnels ont en réalité fait l'immense part du chemin pour arriver à un produit qui n'est pas parfait, mais qui touche, en tout cas qui tend vers la perfection. Je me tourne vers vous peut-être pour premier élément de conclusion, Yves Damécourt. Comment vous situez-vous les pratiques agricoles françaises? Vous vendez partout dans le monde, vous produisez des vins de Bordeaux, vous le vendez, j'imagine, à des réseaux de cavistes, à la grande distribution. Il y a sûrement une part d'export chez vous. Donc, vous avez un regard sur les marchés internationaux. Comment vous évaluez les pratiques françaises autour du sujet qui nous a intéressés aujourd'hui, notamment celui des résidus? En fait, je pense que, vous voyez, par exemple, si je prends mon exemple personnel, dans mon itinéraire technique, 60% des produits que j'applique sur ma vigne sont des produits qui sont labellisés en agriculture biologique. Et donc, en fait, il faut arrêter de juger en disant il y a les bio d'un côté et les conventionnels de l'autre. Je pense que chaque conventionnel a une partie de bio dans son itinéraire technique. Et ensuite, il y a la vraie question qui est celle que posait M. Duvernay. Pourquoi est-ce qu'une molécule de synthèse serait mauvaise par définition et qu'une molécule biologique serait bonne par définition? Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à un label qui permet de rassurer le consommateur sur le fait que les produits qui ont été utilisés sont les meilleurs du moment et qu'ils ont été utilisés dans de bonnes conditions. Après ça, le regard de tout ça à l'export, je dois vous dire qu'en fait, à l'export, on ne nous demande jamais si les vins sont bio, HVE, etc. Jamais. Que ce soit c'est quand même une spécificité très franco-française qui devient une spécificité européenne. Mais quand vous vendez du vin en Ukraine, en Biélorussie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis ou en Afrique, comme nous le faisons, cette question-là n'est pas posée. Les gens s'intéressent beaucoup plus à l'étiquette, ils s'intéressent à l'appellation, ils s'intéressent à l'histoire du vignoble, ils s'intéressent au fait que
il y a une famille derrière une bouteille de vin, au storytelling, comme disent les gens de marketing. Ils s'intéressent aussi aux photos du domaine. Quand vous vendez au Japon, ils vous demandent l'arbre généalogique de la famille. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Mais en fait, très peu sur vraiment cette foison de labels franco-français et européens. Mathieu Dubernay, il y a en effet une théorie qui court la société, en tout cas une partie des groupes et des ONG, qu'on appelle la théorie de la naturalité, qui dit en substance, c'est le débat que vous avez les uns et les autres là, sur une molécule naturelle, une molécule de synthèse, qui dit que la nature serait bonne. Or, j'ai bien peur que la maladie, si elle la nature, si elle apporte des solutions, apporte aussi les maladies. Donc, comment vous vous placez, vous, de votre point de vue de scientifique, dans ce domaine? Tous les poisons sont dans la nature, il faut le rappeler aussi. Effectivement, bon, c'est le débat Voltaire contre Rousseau là, que l'on va essayer, qu'on va faire. Mais effectivement, moi, je rappellerai peut-être aussi une chose peut-être plus philosophique sur le vin, qui est le vin est la rencontre de la naturalité et de l'homme. Enlever un de ces deux éléments, vous n'avez plus du vin. Si vous enlevez l'homme, vous obtenez une forme de vinaigre qui est finalement pas très bon. Si vous enlevez la nature, vous obtenez un vin Coca-Cola et ça ne nous intéresse pas forcément, en tout cas pas nous dans notre culture européenne du vin. Donc, le vin, c'est cette magie de la rencontre entre ce que la nature aura porté et à un moment donné, l'intuition et l'intelligence et la main de l'homme. Et en cela, le vin est un produit qui est humaniste et et dont il faut rappeler la naturalité pure et dure est quelque chose d'un petit peu déprimant parce que ça élimine le côté humaniste des choses. Et je crois qu'il faut croire en l'homme parce que de toute façon, on est le problème, mais on est aussi la solution de tout cela. Geoffrey Fétou, pour conclure, c'est vrai que le vin, c'est un produit très complexe auquel le génie humain produit des miracles à partir d'une grappe de raisin. Oui, c'est un produit complexe, mais surtout et avant tout passionnant. Parce que derrière la grappe de raisin, comme disait M. Duvernay, il y a ce que nous a donné la nature pour avoir cette grappe de raisin et ce qu'a mis en place l'homme pour arriver à cette belle grappe de raisin et ce qu'il va encore mettre en place, ce que la nature va nous donner, mais aussi ce que l'homme va mettre en place pour faire le produit qu'on aura dans notre joli flacon et qui va, comme je disais au départ, essayer de nous procurer un maximum de plaisir. Donc voilà un peu l'équation globale qu'on a qui est très complexe. Merci à tous les trois. Vous pourrez retrouver, vous qui nous avez suivis, les principaux échanges que nous avons eus, tous passionnants d'ailleurs, prochainement sur le site de Oui à l'innovation. Je remercie Yves Damécourt, viticulteur à Bordeaux et en Dordogne. Je remercie Mathieu Dubernay pour son expertise, le laboratoire Dubernay. Et je remercie Geoffrey Fétou pour nous avoir parlé du vin en termes tout à la fois scientifiques et poétiques. Merci à tous les trois, merci à ceux qui nous ont suivis et à très vite. Au revoir.